Oui, je suis responsable du développement à l'intérieur d'une firme qu'on appelle Logique Santé, avec des collègues ici présents dans la salle. Donc, développement de la plateforme. La ligne du bas, là, c'est mes collaborateurs de longue date, puis sans eux, j'aurais pas pu, je pense, être ici aujourd'hui pour vous présenter cette conférence-là. Donc, évidemment, le soutien d'effectifs de l'équipe de recherche en soins de première ligne de la Cité de la Santé, le C3S de Laval, entre autres, tout le travail de soutien de l'équipe technologique du GBM, le GRGT pour la bourse obtenue lors d'un concours, la firme Pfizer nous avait soutenus aussi à une certaine époque, et plus récemment, une association avec la firme Medphar pour transformer notre plateforme vers une solution web. Donc, en guise d'introduction, le titre n'est pas de moi. En fait, je le trouvais prétentieux. C'est une idée de Claude Richard. Je pense qu'il est dans la salle. Il y en a qui le connaissent. Je ne sais pas si tu peux te lever, Claude. Ah, il est là. Fait que là, parce que Claude, il a tendance à s'endormir quand je présente, parce qu'il dit « je connais les contenus », fait que là, il tombe un petit peu les yeux. Fait que Claude, grâce au challenge que tu m'as donné, dossier médical intelligent, merci de m'avoir lancé ce défi, et je tiens à souligner que tu as encore fait dans l'innovation. Alors hier, il me restait du temps, j'ai pitonné dossier médical intelligent sur Google, puis tu es dans l'innovation, mon Claude, ça n'existe pas. Fait qu'aujourd'hui, on jette un pavé dans la mare des acronymes au Québec. Après le DSQ, le DME, le DPE, on va mettre le DMI. Donc, on innove ce matin, là. Fait qu'utilisez ça, là, puis vous allez encore mêler plus le monde. Mais on va aller... tantôt, on va aller dans les vraies affaires, là. Mais ici, mon plan de présentation, je vais vous expliquer rapidement un cadre conceptuel qu'on a mis en place dans les 10 dernières années. Ensuite, des fonctionnalités plus dynamiques développées dans l'intérieur de nos formulaires de notre DME. Un petit peu partager avec vous la vision d'un écosystème qu'on aimerait développer pour partager l'information. Puis, c'est sûr qu'une conférence comme aujourd'hui, moi, c'est l'heure des bilans. On va vous dire, après 10 ans, là, peut-être une analyse un peu plus critique de tout ce parcours-là, parce que quand même, au bout de 10 ans, j'ai ramassé beaucoup de commentaires d'utilisateurs, commentaires de patients, donc je tenterai de les partager avec vous. J'avais mis 3 objectifs, vous les avez lus, un peu ambitieux, mais Marie-Claude, quand il reste 5 minutes, tu me le dis. Je me suis timé devant le miroir, ça devrait fonctionner. On va commencer par définir c'est quoi l'intelligence. Concept quand même assez simple à cerner. Je ne laisserai pas la parole à Bernard là-dessus. Hein? Voici ce que j'ai trouvé. C'est dérivé du latin. Je m'excuse, j'ai jamais appris le latin, hein? Fait que je ne pourrais pas prononcer ces trucs-là. Mais disons qu'on va retenir faculté de comprendre. Ça vient d'un préfixe inter, entre, puis le radical ici qui veut dire choisir, cueillir ou lier. Donc, ça suggère essentiellement l'aptitude à lier des éléments entre eux. Je trouvais que c'était quand même intéressant d'associer ça à un dossier médical et intelligent. Donc, l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir ces relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle. Donc, par opposition à sensation et intuition. Là, on va faire un lien tout de suite avec un dossier médical électronique. Je pense que c'est bon, les dossiers médicaux électroniques. Vous allez voir qu'on a automatisé beaucoup de choses, mais il restera toujours qu'entre vous, professionnels de la santé, l'intelligence intuitive, l'intelligence clinique, je m'excuse, il n'y a pas un dossier médical électronique qui va pouvoir se substituer à votre compétence de clinicien, surtout quand vient le temps d'inclure la dimension de la communication. Donc, je trouvais quand même intéressant, c'est une partie de la définition de l'intelligence, mais un clinicien, c'est beaucoup plus que ça. Donc, la capacité à traiter l'information pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je suis le porte-parole d'un travail d'équipe. Ça a été les professionnels depuis 10 ans qui ont été impliqués dans la conception de la plateforme. Pharmaciens, infirmières, documentalistes, secrétaires, le GBM évidemment, les médecins, les résidents. On s'est posé en 2003 la question suivante, est-ce qu'on peut, dans l'optique de partager une information au moins ciblée, ce serait quoi l'information qui serait la plus pertinente pour gérer les maladies chroniques, puis entre autres, est-ce qu'on peut se développer un outil qui va permettre une bien meilleure coordination de l'activité clinique? Ce qu'on avait peur en devenant un GMF à l'époque, c'était beaucoup de ne pas se faire prendre dans les dédoublements. Hein? Visite infirmière, elle fait des interventions, visite médicale, visite pharmacien. On peut-tu, s'il vous plaît, essayer de s'équiper pour qu'il n'y ait pas de dérapage?
Puis aussi, notre préoccupation, c'était quel lexique on va se donner, là, quelle forme le dossier pourrait prendre pour qu'on ait rapidement une perception relativement similaire de la réalité du patient. Donc, on a conçu un cadre conceptuel, on a un acronyme qui le représente, c'est CIRM, pour essayer d'intégrer ces concepts-là. Puis le C, ça veut dire convaincre. Ça veut dire que vous allez voir tantôt dans le formulaire dynamique qu'on a une liste de problèmes, de déterminants de santé pour chaque patient, à côté duquel il y a une lettre qui apparaît. Puis cette lettre-là témoigne d'une double réalité. La réalité du patient, qui est à un stade où il perçoit son problème et il pense pas être capable de le corriger. Donc, pour l'équipe traitante, il est clair que quand on voit cette lettre-là à côté du problème, ça veut dire à l'équipe qu'on va travailler ici à motiver le patient à passer à l'action. Prochain stade, un I pour implanter. Donc, le patient il est mobilisé, il veut passer à l'action. Fait que quand on voit I, là, c'est parce qu'il accepte de poser des gestes concrets, que ce soit dans l'approche modification d'habitude de vie ou l'approche pharmacologique, mais il va participer. Quand on voit maintenir, le signe M, ça veut dire que le problème de santé, l'objectif est atteint. Le patient, à ce moment-là, l'équipe, ce qu'il va tenter de faire, c'est d'évaluer un petit peu sa capacité à autogérer son suivi. C'est la meilleure représentation que j'ai pu vous faire de la matrice qu'on a développée. Donc, c'est une matrice en 3 dimensions qui, je me suis limité parce que l'image a une limite, mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a l'axe des problèmes ou déterminants de la santé dans un sens, qui peut s'étirer à l'infini. On a aussi un axe plus vertical qui sont les intervenants et qui peut aussi s'étirer. Je me suis limité à 3 intervenants, mais ça s'étire vers le bas. Puis les contenus selon le cadre de référence CIM. Il y a derrière ça, évidemment, tout le paramétrage possible de mettre dans la matrice du programme la façon dont l'équipe travaille, les lignes directrices sur lesquelles elles se sont attendues, et cette chose-là peut être reprogrammée au fur et à mesure que l'équipe décide de travailler autrement entre elles, ou si les lignes directrices se modifient dans le temps. Mais je vous jure qu'en vitesse brute, pour bâtir un suivi systématique intégré devant un patient qui a une multimorbidité, la machine, elle va battre vos cerveaux sans problème. C'est-à-dire qu'une fois que la liste est faite, il va générer un suivi dans le temps de tout l'ensemble du tableau du patient. Ça se fait en quelques microsecondes. C'est difficile de présenter un concept dynamique avec des slides statiques, là, mais je vais vous illustrer par quelques captures d'écran ce que ça veut dire. Donc, on a développé des fonctionnalités dynamiques qu'on a intégrées à des formulaires, puis je vous énumère quelques fonctionnalités. Donc, comment le logiciel va se comporter pour prioriser les problèmes, comment il va se comporter pour coordonner le suivi, prioriser les patients qui doivent être relancés, sélectionner les programmes de formation, puis la rétroaction sur l'efficacité clinique de vos interventions pour l'atteinte des cibles de ces clientèles-là. Fait que ça, c'est un snapshot d'un écran, puis je vais essayer de vous expliquer c'est quoi un formulaire dynamique. Un formulaire dynamique, c'est que son contenu va changer dans le temps, puis selon qui va se brancher. Fait qu'il y a des champs là-dedans là, qui sous-jacent à ça, on a développé une logique de transaction d'affaires. Là, je ne veux pas être trop techno, mais disons que si tu es un médecin, tu vas voir le formulaire différemment que si tu es une infirmière ou un pharmacien dans son contenu. Puis les 2 ondes que vous voyez à gauche et à droite, c'est les repères pour le clinicien au moment où il se branche sur le logiciel. Moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai sorti un de mes patients de la base de données. J'ai caché son identité. Mais si ce patient-là venait me voir ce matin et que je me brancherais, je voyais le formulaire m'apparaîtrait comme ça. Mais il ne serait pas comme ça dans 6 mois, dans 1 an. L'information qu'on a mis dynamique, si on prend à gauche, regardez en haut, diabète réévalué. On a programmé une logique d'affaires que lui, le logiciel, il va chercher dans le dossier s'il est dû pour être réévalué selon certains paramètres son diabète. Il va classer, hiérarchiser ma visite médicale selon une logique préprogrammée. Donc, le contenu de la colonne de gauche, d'une journée à l'autre, peut changer, puis il va s'adapter aussi à où le patient est rendu dans son continuum.
La façon dont on tient cette information-là à jour, c'est que vers la fin de la visite, on refait l'agenda avec le patient d'où il en est. Puis ce qui est intéressant, c'est que s'il va voir l'infirmière ou le pharmacien, bien, ça va le reclasser selon la réalité aussi de l'autre professionnel. Exemple, vous voyez que moi, aujourd'hui, là, il me met diabète en haut, mais il y a tabac, obésité avec la lettre C. Puis vous vous rappelez, dans le cadre, C, ça veut dire qu'il est à convaincre. Alors, j'essaie de vous expliquer que lorsque le patient rentre dans mon bureau, ma structure d'entrevue, elle est déjà en train d'être influencée par l'information que le système va générer. Donc, quand je dis que ça hiérarchise, que ça priorise, c'est toujours en fonction de la réalité du patient, mais avec le cadre conceptuel, ça le rend rapidement campable dans le contexte. Qu'est-ce que j'ai à faire pendant mon 20 minutes d'entrevue comme médecin? Aujourd'hui, ça va être de prendre diabète, il est dû pour être évalué, on est rendu là, puis je peux essayer de convaincre pour les 2 autres problèmes. En bas, les 3 autres problèmes de ce patient-là, bien, il est déjà rendu dans son stade de maintenance. Il a l'autogestion pour ça, je n'ai pas à m'en occuper. C'est le système le déclaré qui est même ouvert à devenir un patient partenaire expert. À droite, un autre exemple de champ dynamique, c'est ce que j'ai à faire à ce moment-ci. Tout a été programmé en fonction qu'au lieu de tourner les pages d'un dossier ou d'aller de clic en clic pour voir des formulaires de suivi systématique, j'ai plus besoin de faire ça. Ces champs-là à droite vont m'amener en temps réel ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est tout préprogrammé. Il lit l'agenda du patient, il cherche pour moi ce que j'ai à faire. Quand un formulaire dynamique est bien pensé, comment ça se reflète chez l'utilisateur? Il n'y a presque plus de clics à faire. Tu n'as pas à naviguer dans ton dossier électronique pour aller construire ta visite. Ce que je viens de mentionner là, c'est une maudite belle opportunité de faire travailler les bases de données pour nous autres. Parce que c'est prouvé, documenté, qu'une partie de votre entrevue, si vous êtes papier ou avec un dossier électronique qui mime le papier, exemple un dossier numérisé, bien, vous perdez beaucoup de temps à construire la visite puis à aller chercher l'information. Le formulaire dynamique va le travailler pour vous puis vous l'amener. Il y a une économie impressionnante de temps en gestion visite, puis vous allez être d'autant plus pertinent dans vos interventions, surtout quand c'est centré sur l'agenda du patient. C'est une infirmière qui se branche, c'est le même patient, je me suis logué comme une infirmière. Les contenus à droite ont changé parce qu'il y a des types d'activités qui sont réservées à l'infirmière. Puis nous, on est allé plus loin que ça. On a, quand c'est des tâches partagées entre intervenants, on les fait apparaître, puis si jamais, lorsqu'elle écrit sa note, elle touche à droite au champ dynamique, en touchant à l'item, ça va écrire la note en lien avec l'item touché, puis ça le fait disparaître de la boîte. Là où je veux en venir, c'est que si elle voit le patient avant moi, puis elle l'a touché à l'évaluation de l'observance médicamenteuse et s'il y avait une atteinte au niveau de ses activités sexuelles dues au diabète, si c'est fait, ça disparaît de la boîte. Donc moi, quand j'ouvre ma visite, ces items-là, ils ne reviennent pas. Ils ont été traités par l'infirmière. Donc encore là, une économie de temps, il n'y a pas de dédoublement dans le continuum. Peu importe qui voit le patient en premier, dès que tout le monde utilise ce dossier-là, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de dédoublement. C'est comme ça qu'on a réglé le problème. Ensuite, à l'examen physique, c'est le même processus. Vous voyez, il y a un examen des pieds monofilament. Ben, dans l'informel, moi, je m'attends beaucoup à ce que ce soit l'infirmière qui le fasse. Je trouve ça long un petit peu à faire. Mais on met cet item-là apparaît lors de la visite médicale autant que la visite infirmière. Mais dès qu'un des deux le fait, il touche à ça, puis ça le fait disparaître. Donc, on ne leur fera pas inutilement. Les labos, quand l'équipe traitante s'entend que tout le monde a des privilèges de créer une requête de demande de laboratoire, bien, que ce soit un pharmacien, une infirmière ou un médecin qui se branche, à la partie droite apparaît les laboratoires lorsqu'ils sont dus pour être faits. Parce que ça aussi, c'est programmé, cette surveillance-là. Donc, encore là, une économie de temps. Tu cliques sur requête de laboratoire, elle se remplit tout seul. Donc, en temps réel, on n'a plus d'oubli de ces choses-là. Moi, je coûte plus cher en labo depuis que j'utilise ça, je peux vous dire ça, parce qu'avant, j'en échappais pas mal. Mais ça, c'est un autre débat.
Là, on est à réfléchir de créer un écosystème de gestion du suivi de la clientèle. Donc, on a mis des bases dans cette approche-là, donc des éléments de contenu dans une bibliothèque virtuelle, toujours avec le cadre de référence CIM, mais qui tient compte du niveau de littératie de la clientèle, pour essayer de faire naître une espèce de bibliothèque virtuelle personnalisée aux besoins du patient. Donc ça, c'est une expérience en circuit fermé actuellement parce que ma technologie ne me permet pas de la rendre partageable avec le patient. Ça, c'est l'outil qu'on utilise pour évaluer la littératie. Je vous ai donné la référence, l'étiquette nutritionnelle, ça prend quelques minutes. Tu codes ton patient de 1 à 6 en lui posant 6 questions. Ça t'évalue son niveau de littératie. Vous allez voir que dans la note d'évolution, en haut à droite, apparaît son niveau de littératie. Quand même drôlement intéressant au niveau communicationnel de savoir si le patient a un haut niveau de littératie ou un bas niveau de littératie. Puis vous comprendrez facilement que le contenu de formation que je vais lui donner doit être adapté à sa capacité. Donc, dans la création de cet écosystème-là, dès que la plateforme va nous le permettre, l'idée délirante qu'on a, pour moins perdre de temps dans notre interaction avec le patient dans la gestion de ses maladies chroniques, c'est d'aller pousser les choses avant qu'il rentre dans notre bureau. Compte tenu que la matrice est déjà montée avec ses contenus, dès qu'on va être capable de le faire, on va lui pousser ça avant sa visite. Donc, les thématiques qu'on a à aborder avec le patient, pourquoi attendre d'être avec lui, puis de lui donner son contenu? Pourquoi ne pas le faire travailler à saisir ce qui est important lors de la visite d'aborder en lien toujours avec son agenda? Et quand il vient dans notre bureau, on lui demande: as-tu des questions? On pourrait être tellement plus efficace. Même chose pour les laboratoires. Combien de fois ça nous arrive que le patient rentre, il n'est pas allé, tu as mal synchronisé ta visite. Tu sais, une visite, quand les labos ont été faits 2 semaines avant, pour un docteur ou une infirmière ou un pharmacien, c'est une grosse économie de temps parce que tu es tout de suite prête à prendre des décisions. Fait que ça aussi, c'est de l'information qu'on pourrait pousser. Puis, même chose pour les examens paracliniques. Ça, je l'ai mis dans la présentation parce que c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis. Vous avez la référence et ça illustre tellement bien ce que c'est qu'un écosystème dans un continuum de soins. Donc, la préparation de la visite, l'entre-visite, avec tous les outils électroniques faits en fonction de ça. Moi, là, si vous avez du temps à investir dans quelque chose d'intéressant, allez là-dessus, allez visiter ce qu'ils ont fait. Ça leur a pris 40 ans à installer ça en passant, c'est au Massachusetts. Mais que ça illustre donc bien, je pense, que ce que pourrait devenir notre écosystème en suivi des maladies chroniques au Québec. Les enjeux, les opportunités, je termine là-dessus. Je pense qu'on a une opportunité, avec les technologies de l'information à saisir, c'est d'éviter de s'en servir pour reproduire et supporter nos processus cliniques actuels. Puis j'entends même jusqu'à questionner la tenue des dossiers, comme on le fait dans certains endroits, où l'univers infirmière a ses normes dictées par l'ordre, l'univers des médecins a ses normes dictées par son ordre, etc. pour le pharmacien. On peut-tu, s'il vous plaît, aller vers un dossier partagé quand on saisit une information, qu'elle est validée, on la met à la disposition de l'autre professionnel. On arrête de questionner nos patients 2-3 fois. Il y a une perte de temps terrible là-dedans. Je pense qu'il y a cette chose-là que j'aimerais partager avec vous. L'autre chose, c'est que les soins de première ligne puis le suivi des clientèles multimorbides, là, c'est un haut niveau de complexité. Parce qu'il y a beaucoup de lignes directrices qui viennent en collision. Beaucoup d'experts nous dictent des choses, donc la pression est énorme. Fait que je pense qu'il y a une opportunité ici d'analyser nos processus de dispensation des soins, le partage des tâches pour l'optimiser entre les professionnels. Bon, intégrer le cadre conceptuel que je vous ai montré, je l'ai fait rapidement, j'en suis conscient, mais c'est quoi la valeur ajoutée, pour exemple, hiérarchiser les problèmes du patient lors de sa visite? L'adhésion des membres de l'équipe traitante au concept du patient partenaire, vous êtes un public d'initiés. Je pense que quand on arrive sur le terrain avec le professionnel dans sa réalité clinique et qu'on n'est pas dans un milieu académique, je pense que là, il y a quand même un enjeu à savoir est-ce qu'on est prêt à faire que le patient prenne un certain leadership vis-à-vis son plan de soins.
Donc, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il y a encore des intervenants, que ce soit infirmières, médecins, pharmaciens, qui sont très paternalisants. Donc, c'est pas si évident que ça de se transformer tout d'un coup en coach, là. Travailler avec des formulaires dynamiques. Bien, ça, je vous partage une petite anecdote. Des fois, tu sais, les gens n'aiment pas ça, voir disparaître des affaires, puis apparaître des affaires, puis ils veulent chercher une validation que ça n'a pas été échappé par l'ordinateur ou oublié dans l'espace virtuel. Fait que malgré que j'essayais de sauver du temps, je me suis rendu compte que certains utilisateurs en perdaient à essayer d'aller voir, t'es-tu sûr que c'était enregistré à quelque part, là? Fait que là aussi, il y avait un enjeu lors de l'implantation. Gestion du temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par la quantité d'informations que le formulaire va nous amener. Après 10 ans, moi, je peux vous dire que régulièrement, j'arrive pas à vider mes boîtes de droite de toutes les tâches que je devrais accomplir comme médecin. Puis là, il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça. Vous comprendrez que l'ordinateur, lui, échappe à rien. Fait qu'il pousse. Il pousse, sauf qu'à un moment donné, l'agenda du patient lors de la visite ne correspond peut-être pas à une visite de gestion des maladies chroniques. Il y a peut-être le goût de te parler d'autres choses. Que ça prend une certaine adaptation à gérer ce qui nous pousse comme information. Donc, restez flexible dans l'agenda de la visite, puis la tête hors de l'écran. Parce qu'il y a des médecins qui ont la tête dans le papier quand ils rencontrent les patients, là, mais là, on a un autre phénomène, c'est la tête dans l'écran. Les écrans se tournent, les écrans peuvent arrêter d'être regardés, surtout en début d'entrevue. Bref, on a, je pense, comme un professionnel à s'adapter à cette nouvelle réalité. Discipliné dans la mise à jour de l'information clinique, dossier partagé, multiprofessionnel, s'il vous plaît, tout le monde doit tenir l'information à jour. Moi, j'ai vécu quelques frustrations en début d'implantation quand, par exemple, l'agenda n'avait pas été mis à jour après une visite par les infirmières. Parce que si on échappe la mise à jour de l'agenda, c'est majeur. Là, tu court-circuites tout le reste de l'automatisation. Faire confiance à l'ordinateur, j'en ai parlé tantôt. Gestion des attentes, bien, c'est pas à la portée de tous les patients, mais je vais écrire mais. C'est sûr qu'il y a des patients qui n'ont pas d'ordi, qui ont un faible niveau de littératie. Je pense que c'est à nous à adapter nos stratégies. C'est sûr que le dossier médical d'une clinique va servir d'abord l'équipe traitante. Quand on s'ouvre vers la réalité du patient, ça va demander de l'adaptation. Mais hier, on a eu des pistes, hein, quand on disait « oui, mais c'est peut-être pas le patient, mais ça va être son proche aidant qui peut être l'interface ». Je trouve que c'est une excellente piste à évaluer. La preuve reste à faire sur l'impact réel sur les déterminants de la santé. S'il y a des chercheurs dans la salle, c'est un très beau créneau de recherche, l'impact des TI, surtout dans le cadre des soins de première ligne, la maladie chronique. Puis je vous laisse là-dessus un petit clin d'œil que je trouvais cute sur les médias sociaux. Alors, c'est un individu qui va voir son médecin. Et puis, Dr Antonio Dupont, je viens de diagnostiquer une crise hémorroïdaire avec Jean-Jacques François J'aime, commenté, partagé. Je trouvais cute. Alors, merci beaucoup.